Bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. S'agit-il d'un acte isolé ou d'un attentat bien orchestré par une organisation quelconque? L'attaque devant la synagogue de la Ghriba à Djerba en Tunisie, qui a fait 5 morts, continue de mobiliser les services de sécurité tunisiens et étrangers. Surtout que son auteur est un gendarme tunisien qui a d'abord ouvert le feu sur ses collègues, faisant également 2 morts parmi les fidèles juifs qui achevaient leur pèlerinage dans cette synagogue considérée comme la plus ancienne d'Afrique. Un Français figure parmi ces victimes, poussant le parquet national antiterroriste français à ouvrir une enquête. Pour sa part, le président tunisien rassure et assure que son pays reste une destination sûre, cela à quelques semaines de la haute saison touristique estivale. Que faut-il comprendre à travers cet attentat meurtrier de Djerba? La situation politico-économique en Tunisie fragilise-t-elle l'aspect sécuritaire dans ce pays? Cet attentat risque-t-il ou ne risque-t-il pas de servir de prétexte pour un nouveau tour de vis sécuritaire dans un contexte de recul démocratique en Tunisie? Toutes ces questions d'actualité, nous allons les poser à nos deux invités. Il s'agit de Driss Issaoui, analyste politique, en duplex avec nous depuis Rabat. Bonsoir Driss Issaoui. Bonsoir cher ami. Notre second invité est Abderrahmane Mekawi, le spécialiste des questions militaires et sécuritaires, en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir à vous, Abderrahmane Mekawi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Toutes ces deux questions, ou toutes ces questions, on va les évoquer tout de suite après ceci. Je le disais à l'instant, c'est un attentat qui a fait 5 morts en Tunisie contre une synagogue où des centaines de pèlerins juifs achevaient leur pèlerinage dans cette synagogue considérée comme la plus ancienne d'Afrique. Alors Driss Issaoui, je commence par vous tout d'abord. Comment expliquer un attentat contre des fidèles juifs dans le contexte actuel de la Tunisie? Ce n'est pas une nouveauté, sincèrement. Nous avons vu que des activistes terroristes en Tunisie sont nombreux et ils appartiennent à beaucoup d'organisations qui sont liées directement ou indirectement au djihad islamique. Et je pense que ce qui a été fait pour cette synagogue est une démonstration supplémentaire que les Arabes, disons en fait que la Tunisie est un pays qui a beaucoup de fragilité, énormément de fragilité. C'est un pays qui a des problèmes économiques en tant que tel. Et il a également de grands problèmes au niveau politique, parce que même à l'intérieur des classes politiques, les Tunisiens, ils ont de la difficulté à voir plus clair. Et il y a surtout cette attitude que nous constatons aujourd'hui, que le tourisme va prendre un coup énorme avec cet attentat. Alors finalement, c'est une image, c'est la perception de la Tunisie comme pays qui devrait en principe être un pays stable. Il ne l'est pas. Il ne peut pas être stable. Cela d'autant plus que les responsables de la République tunisienne, qui ont été décrits par le roi Feu Hassan II, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Je n'ai pas peur pour la Tunisie ». Pourquoi? Parce que la Tunisie a un peuple. Ils ont un peuple et ils ont des présidents et des responsables au niveau de la Tunisie qui leur permettent de fonctionner, de travailler, de se retrouver et surtout de se réinventer. Et les Juifs ont toujours été des citoyens tunisiens. Alors, on va justement revenir tout à l'heure, Driss Issaoui, sur cet aspect de la cohabitation, mais restons pour le moment sur les questions sécuritaires et je me tourne vers Abderrahmane Mekawi. Alors, c'est un membre des forces de sécurité, un gendarme tunisien qui est l'auteur de cet attentat. Le ministre tunisien de l'Intérieur parle donc d'un attentat criminel. Alors, sur un point de vue purement sécuritaire, comment expliquer cet acte?
Premièrement, c'est un crime odieux qui s'est perpétré contre la synagogue Al-Gharbia de l'île de Jerba, et c'est pour la deuxième fois que cette synagogue est la cible des terroristes, vu sa charge symbolique. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est une ancienne synagogue, il est millénaire en Afrique. Donc, c'est un crime odieux, mais il a une charge terroriste. Le fait, pour des raisons suivantes, le lieu, c'était une synagogue. Deuxièmement, c'était un grand pèlerinage. La synagogue contenait presque 150 pèlerins israéliens et européens, dont des personnalités israéliennes d'une grande importance. C'est le lieu le plus sécurisé de la Tunisie, vu les circonstances. Rappelons qu'il était la cible d'un camion piégé en 2002. Donc, beaucoup de questions, c'est-à-dire suscitées par cet acte criminel et terroriste. Les premières questions, premièrement, est-ce que le gendarme a agi seul, et on le classe dans le cadre des loups isolés? Jusqu'à maintenant, le ministère de l'Intérieur n'a pas révélé un peu ses motivations. Deuxièmement, est-ce que c'est un règlement de compte au sein de cette force spéciale d'élite qui était formée par les Français justement pour sécuriser la synagogue, qui était vraiment toujours répétée dans la littérature djihadiste et takfiriste. Donc, c'était une synagogue qui était sécurisée, une île qui était aussi sécurisée par la marine de guerre tunisienne et même de l'OTAN, parce que la 6e flotte se trouvait sur les côtes de cette île. Est-ce que c'est un groupe qui a poussé cet agent à commettre cet acte? Est-ce que c'est un pays étranger, justement, qui a agi en manipulant cet agent pour justement arrêter un projet de négociation, de normalisation avec Israël, dont la communauté juive tunisienne jouait un rôle fondamental? Donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la table et qui nécessitent une vérité dans l'enquête, parce que l'opinion internationale, et surtout française, parce qu'il y a un citoyen français qui est juif tué dans la synagogue, donc ça pose beaucoup de questions. Donc, il y a la thèse de l'ingérence étrangère dans ce pays. Nous observons que depuis le changement constitutionnel de M. Kais Saïd, un pays voisin a déployé une force de sécurité énorme dans ce pays et qui veille sur les grains, sur l'orientation politique et stratégique de la Tunisie, à tel point que plusieurs hommes politiques tunisiens dénoncent cette ingérence algérienne, je le dis avec toute franchise, dans les affaires politiques de la Tunisie. Notons que depuis la transition de la Tunisie, toute l'équipe de Ben Ali du ministère de l'Intérieur, qui est la force et la charpente de l'État tunisien, il y avait des articulations, des failles dans ce ministère qui est vraiment le fer de lance de la Tunisie au niveau sécuritaire. D'accord, on va certainement revenir sur tous ces aspects, Abderrahmane Mekawi. Oui, je donne juste la parole pour équilibrer un peu les prises de parole à Driss Essaoui depuis Rabat. Alors, tout ce que vient d'expliquer Abderrahmane Mekawi nous pousse à poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des failles au sein du système de sécurité, c'est-à-dire au sein des différents corps, ou est-ce cette situation de fragilité globale qui touche la Tunisie touche aussi les forces de sécurité? Driss Essaoui.
Je pense que quand il y a occurrence d'un événement terroriste comme celui-là, il est extrêmement difficile de prévoir et de dire telle personne va faire telle chose. C'est impossible. Ce sont des gens, ce sont souvent des loups solitaires, ce sont des cellules dormantes qui ne manifestent aucune intention vis-à-vis des cibles qui sont protégées. Et ici, nous avons une synagogue qui a une représentation et une valeur symbolique extrêmement importante. Et il y avait une centaine de juifs qui faisaient leur pèlerinage. Et il est connu que les juifs ont l'habitude d'aller sur des lieux comme cela pour justement faire leur pèlerinage, pour devenir, disons, pour mériter le statut de juif orthodoxe, de juif correct, etc. Mais je pense qu'il est extrêmement difficile de faire des prémonitions ou de prévoir quoi que ce soit pour la gestion de ces affaires. Donc, c'est un pays qui va rester dépendant de ce qui va se passer. Et maintenant, ce sont 5 personnes qui ont trouvé la mort, avec deux fidèles juifs qui ont été tués. Donc, ça devient extrêmement difficile. Sachant que, la Tunisie devait en principe rentrer en négociation avec Israël. Et Israël est un pays qui a une grande présence au niveau de l'Afrique, au niveau des pays arabes. Et je pense que c'est une décision qui va être extrêmement difficile à assumer. On ne peut pas dire aux Tunisiens, demain, vous serez un pays stable, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est impossible. Personne ne pourra s'avancer dans ce domaine-là. Et nous restons nous-mêmes accrochés aux prémonitions des spécialistes sur place. En tout cas, les spéculations vont bon train. Alors, Abderrahmane Mekayou, vous parliez tout à l'heure de ce fonctionnement des différents corps de sécurité, de l'appareil sécuritaire tunisien. Comment ont-ils évolué ces dernières années? Oui, avant la chute du général Zine el-Abidine Ben Ali, la Tunisie disposait d'un corps de sécurité performant, des formations continues par la France, même au Maroc. Donc, il y avait une coordination très poussée avec les services marocains. La sécurité en Tunisie, le tourisme était vraiment très florissant dans ce pays. Après la chute de Ben Ali, il y a vraiment une chute de tous les connaisseurs, les professionnels de l'époque de Ben Ali, en les remplaçant par des sécuritaires venant d'obédience ou de partis politiques différents, de Nahda, de plusieurs partis politiques démocratiques, laïques, etc. Mais plusieurs venaient, ceux qui vraiment étaient installés et qui monopolisaient les articulations du ministère de l'Intérieur, étaient nommés par le parti islamique Al-Nahda, qui par la même occasion est parmi les partis islamiques les plus démocratiques d'après les Américains dans le monde arabe. Donc cette transition a créé des failles selon tous les sécuritaires occidentaux. Cette transition a laissé aussi l'occasion à d'autres nations, à d'autres services étrangers de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Tunisie. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les think tanks occidentaux, c'est les hommes politiques tunisiens qui dénoncent l'ingérence de plusieurs pays et surtout la présence sécuritaire d'un pays voisin dans ce pays, et à cause des dons, des financements pour le ministère de l'Intérieur tunisien. La crise politique,
la crise économique, la crise sociale, la crise religieuse a permis à ce pays-là de laisser la Tunisie dans une traversée chaotique. Cette traversée chaotique a permis à cet agent de la gendarmerie du ministère de l'Intérieur de perpétrer cet acte. Jusqu'à maintenant, les dirigeants tunisiens maintiennent un flou artistique sur ses propres motivations. Est-ce que c'est un règlement de compte ou c'est un acte terroriste? Parce qu'ils jouent un peu sur les termes et sur les concepts. C'est un crime odieux, mais aussi un crime terroriste odieux, parce qu'un crime, un acte terroriste est un crime d'après le droit pénal. Donc, les dirigeants tunisiens essaient un peu de jouer sur les concepts entre le crime et l'acte terroriste, mais d'après moi, c'est un acte bien étudié, venant d'un service performant qui a des moyens colossaux pour perpétrer et lancer un message aux dirigeants tunisiens que nous sommes contre toute normalisation avec Israël. Cette menace plane aussi sur la Mauritanie. D'ailleurs, on a vu des dirigeants politiques algériens qui sont inféodés au service secret algérien, qui menacent la Mauritanie de ne pas normaliser avec Israël. Alors, cela dit, pour rester dans le cadre une idée tunisien, à terminer. oui, rapidement. L'Algérie a une peur bleue. Il a une peur, il craint l'histoire et il craint la démocratie en Tunisie, l'apaisement en Tunisie, et il craint un décollage économique en Mauritanie et une normalisation avec Israël au Maghreb tout entier. Et c'est ça ce qui fait que cet acte, il faut le situer dans son contexte national, maghrébin, international et arabe. Surtout, il a profité du contexte chaotique que vit actuellement le Moyen-Orient, la guerre entre le djihad islamique et l'armée israélienne. Alors, Drissa Issaoui, le président tunisien, je le disais, a présidé un conseil de sécurité nationale au cours duquel il a rassuré sur le fait que la Tunisie reste une destination sûre. Pensez-vous qu'avec toutes ces fragilités qu'on vient d'évoquer, on peut maintenir cela? On peut continuer à dire que la Tunisie reste une destination sûre? Le président Kais Saïed ne pouvait dire que cela. Son rôle, c'est de rassurer les citoyens tunisiens, de rassurer surtout les citoyens européens, les juifs et les autres pour dire la Tunisie est un pays sûr et que finalement, quelle que soit la situation par laquelle passe la Tunisie, qui est extrêmement difficile sur le plan politique, sur le plan des relations diplomatiques, les relations avec même les pays de la région sont devenues exécrables. Et je vous l'ai dit, si à un moment donné, le Maroc, avec ses rois, avec ses hommes politiques, considérait que la Tunisie était l'ami de tous les jours, je pense que ça va être difficile maintenant de remonter la pente. Alors maintenant, Semkaoui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, il y a un problème. C'est celui de l'immixtion de l'Algérie avec ses sécuritaires pour déstabiliser la Tunisie, pour faire en sorte que c'est un pays qui ne doit pas aller vers Israël, c'est un pays qui doit rester du côté des personnes fréquentables, mais je pense que c'est extrêmement difficile. Même l'Algérie n'acceptera jamais que la Tunisie puisse avoir son envol économique, remonter la pente. Parce que je vous rappellerai une chose, le Maroc, c'est-à-dire que la Tunisie, a joué un rôle extrêmement grave dans les relations bilatérales avec le Maroc. Et c'est ce qui a poussé le Royaume du Maroc à retirer son ambassadeur et mis entre parenthèses toutes les coopérations que l'on pouvait faire, sachant pertinemment que
que la Tunisie a profité de toutes les expériences marocaines en matière de droits de l'homme, de transition démocratique. Toutes les institutions marocaines sont allées en Tunisie pour partager leur savoir et leur savoir-faire. Et je ne pense pas aujourd'hui que les Tunisiens puissent véritablement se positionner autrement. Ils sont dans une situation extrêmement fragile, il faut le dire. C'est une situation extrêmement fragile qui ne manquera certainement pas de compliquer une certaine perspective par rapport au tourisme aussi en termes de politique intérieure. Justement, en parlant de politique intérieure, Abderrahmane Mekawi, ne pensez-vous pas que cet attentat puisse être utilisé comme un prétexte par le président Kais Saïed pour encore serrer la vis par rapport à la mainmise ou en tout cas au déploiement sécuritaire pour mater peut-être ses opposants, entre autres? Exactement, cher ami. Il y a cette thèse. Et d'ailleurs, la première déclaration du président Kais Saïed au départ, il a dit ces gens qui ont le savoir-faire du terrorisme et qui étaient dans sa première position concernant ce crime odieux. Mais je dirais que c'est vrai que la situation politique en Tunisie est fragile. Il y a des groupes terroristes qui sont très actifs sur la frontière avec l'Algérie. Il y a l'organisation Oqba Ben Nounef qui est affiliée à Daesh. Il y a l'AQMI et qui sont financés, manipulés d'une manière ou d'une autre. Il y a la tribu Chaabneh qui est une grande tribu arabe qui a ses ramifications au Grand Sahara et au Grand Sahel. Donc, il y a Hizb Tahrir, le parti de libération islamique qui prône le khalifa en Tunisie. Il y a Hizb Nahda qui est plus ouvert, plus démocratique, qui veut jouer le jeu démocratique. Il y a aussi l'abcès, la gangrène libyenne à côté. Il y a beaucoup de groupes djihadistes en Libye qui avortent toute tentative d'apaisement, d'accalmie et de processus démocratique en Tunisie. Donc, il y a plusieurs facteurs locaux endogènes et des facteurs exogènes. Et les facteurs endogènes sont utilisés par les facteurs exogènes et je pense qu'il y a une mainmise étrangère parce que vu la sécurité que je connais de la synagogue de Djerba, de Gharbiya de Djerba, la sécurité est maximale dans l'île et même la population de l'île tunisienne musulmane est très protectrice de la synagogue de Djerba. Donc la sécurité du lieu, la sécurité de l'île me fait dire ou bien c'est un règlement de compte au sein de la garde nationale ou bien c'est une manipulation bien étudiée d'un service secret étranger qui ne voulait pas que la Tunisie aille vers une normalisation avec Israël, surtout qu'on a vu que les négociations avec le FMI et la Banque mondiale, grâce au grand rabbin russe de Moscou et grâce à la communauté juive tunisienne, essaient un peu de débloquer la situation des négociations avec le FMI et la Banque mondiale. Il y a aussi, dans les 2 mois qui sont passés, il y a des différends qui ont surgi avec l'Algérie. Il y a beaucoup de Tunisiens qui revendiquent leur territoire, les 20% de territoire que la France a intégré à l'Algérie, surtout la wilaya de Tarf. Il y a la question des revendications des Tunisiennes sur l'eau. Actuellement, la Tunisie vit une crise d'eau. Il y a beaucoup de crises qui ont surgi avec l'Algérie et qui fait tout
pour que la Tunisie reste dans cette étape-là, l'instabilité, l'insécurité et le flou artistique politique avec un Alors, président. oui, je pense que l'idée est bien comprise, Abderrahmane Mekawi. Driss Essaoui, Abderrahmane Mekawi l'a évoqué, disant que la population musulmane de l'île de Djerba est protectrice de cette synagogue-là. Est-ce qu'au-delà des points qui sont évoqués ici, il n'y a pas aussi une certaine difficulté de cohabitation entre les différentes obédiences? On a vu ce qui s'est passé récemment avec la communauté subsaharienne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces considérations d'ordre, disons, religieuse ou de cohabitation qui ne seraient pas souhaitables par certains? Vous devez savoir une chose importante, c'est que la communauté juive a toujours été bien ancrée dans les sociétés où elle s'établit. Au Maroc, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous trouvez que les Juifs et leur patrimoine, leurs habitudes, ils sont même protégés par les musulmans. C'est ça le plus important. Et la même chose se passait en Tunisie. C'est que on ne peut pas dire que ce sont, si vous voulez, c'est un différend entre les Juifs et les Arabes et les musulmans qui a été à l'origine de ça. C'est une manipulation. Je pense que Mekawi a dit des choses intéressantes. C'est qu'il y a une manipulation au niveau des organes, comme celui de l'armée, celui de la gendarmerie, et qui fait que aujourd'hui, tous ceux qui ont la possibilité de prendre des armes, ils n'hésiteront pas à le faire. Et d'ailleurs, nous avons remarqué que les terroristes qui se sont exportés en France ou dans beaucoup de pays sont aujourd'hui des pays, c'est-à-dire que ce sont d'abord des Tunisiens. Ce qui s'est passé en France, il y avait quelqu'un qui a fait exploser un camion, c'était un Tunisien. Et il l'a fait au niveau de la zone la plus touristique de France. La même chose pour ce qui est maintenant de la Tunisie. La Tunisie, elle a de graves problèmes de stabilité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a en Tunisie? Le syndicat, donc l'Union tunisienne de travail, qui était l'organisme le plus régulateur qu'il y avait au niveau du champ politique, sont aujourd'hui pratiquement élagués du paysage politique. Et ils n'ont plus de pouvoir. Les gens de Nahda aussi ne peuvent plus rien faire parce que leur leader a été incarcéré. Et on ne peut pas fonctionner normalement dans un pays comme la Tunisie et dire que demain, on va pouvoir faire des choses intéressantes, des choses de stabilité, de paix dans ce pays. Ça va être c'est très difficile. Et de toutes les manières, l'Europe, qui a toujours regardé la Tunisie avec un œil de conciliation, avec un œil d'acceptation de ce qui se fait en Tunisie, je pense qu'ils vont avoir des difficultés à pouvoir justement aller de l'avant. C'est extrêmement difficile parce que le tourisme, il fonctionne avec quoi? Il fonctionne avec la perception. Si l'idée que la Tunisie est devenue une cible pour les terroristes, demain, nous sommes à la veille des vacances d'été, les gens n'iront pas en Tunisie. En tout cas, c'est ce que essaient donc d'éviter les autorités tunisiennes. Alors, Abderrahmane Mekawi, vous avez évoqué ce qui se passe dans les services de sécurité tunisiennes. Est-ce qu'au cas où il est avéré qu'il y a une main étrangère ou en tout cas des difficultés à contrôler de façon totale ces services, quel type de réforme s'impose selon vous? Je rappelle, cher ami, que dans les médias tunisiens, télévisés et en direct, des repentis tunisiens ont déclaré haut et fort que l'assassinat de deux leaders politiques tunisiens, Choukri Belhaïd et Mohamed Brahma, était l'œuvre des services secrets algériens. Ils l'ont dit, ils l'ont déclaré haut et fort et dans la télévision tunisienne. Et ils ont déclaré aussi que les mouvements
qui sont sur la frontière algéro-tunisienne, Akmi et Oqba Ben Nafi, sont manipulés, encadrés, coiffés, entraînés par les services de l'État algérien. Ça, il a été dit par les repentis tunisiens. C'est pas moi qui le dis. Il a été repris par plusieurs services de sécurité occidentaux. Encore un dernier point, c'est que la Tunisie avait 3500 djihadistes qui faisaient la guerre, le djihad, en Syrie et en Irak. Et il y a 2200 qui sont retournés en Tunisie. Les revenants du djihad, qui sont aussi instrumentalisés, manipulés, et c'est un danger qui pèse sur la sécurité et la stabilité de la Tunisie. Donc, l'ingérence existe à tel point que la Tunisie est devenue la 52e wilaya d'Algérie. Ils le disent, c'est les Tunisiens qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Donc, il y a vraiment une colère de la classe politique contre cette ingérence systématique qui a même infiltré les services secrets, l'armée, les partis politiques et les associations en Tunisie. Même la mosquée Zaytouna a été infiltrée par ces services. Donc, il y a vraiment un passage, la Tunisie vit une impasse très difficile qui va accoucher d'un monstre, à mon avis. Les Tunisiens, avec leur élite, leur sagesse, ils sont en train de penser comment réfléchir à une sortie de cette crise que le président et les acteurs politiques, et surtout, comme disait mon ami Rissaoui, le syndicat qui jouait un grand rôle régulateur et stabilisateur en Tunisie revient à ce rôle parce qu'actuellement ce syndicat il est scindé en plusieurs branches et justement parmi les objectifs de ce service de sécurité c'est de faire imploser le syndicat du Tunisien et il est arrivé à exploser et faire imploser le syndicat régulateur de la vie politique tunisienne. Alors, Driss Issaoui, on l'a dit, est-ce que cet attentat ne va pas servir de prétexte pour le pouvoir? On a évoqué cette question-là, mais cela dit, au-delà de ce qui peut être considéré comme des ingérences étrangères, le pouvoir tunisien lui-même, est-ce que ceci ne fait pas le jeu du pouvoir tunisien? Il est vrai que ça nuit à l'image du pays, mais dans une logique d'asseoir le pouvoir, est-ce que ces faits ne sont pas de nature à être bien interprétés et bien exploités par le pouvoir? Moi, je pense que le pouvoir en Tunisie, il est véritablement aux abois. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un plus négatif dans les équilibres que la Tunisie est en train de vivre. Ils ont de grandes difficultés à envisager l'avenir, à envisager ce qui va se passer demain. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas comment cette déstabilisation va se répercuter sur la vie de tous les jours. Et je pense que les Tunisiens n'ont pas la force, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les hommes, ils n'ont pas les femmes qui vont pouvoir se dresser contre tout ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont un président qui fait fi de tout ce que de ce que la Tunisie pouvait faire. Et véritablement, même si c'est un homme de droit, c'est un professeur universitaire, spécialiste en droit constitutionnel, etc., mais cela ne l'a pas empêché de regarder les forces politiques en Tunisie par la lorgnière du pouvoir. Et finalement, aujourd'hui, il ne fait confiance à personne. Et c'est toujours le palais de Carthage qui décide de ce qui va se passer en Tunisie. Et de toutes les manières, c'est un pays fliqué depuis toujours, depuis le général Ben Ali.
il a été les pouvoirs des forces de sécurité et surtout a toujours été pénétré par les flics, par la police. Et que finalement, personne ne pourra vivre normalement dans ce pays. C'est ça le problème. Alors Abderrahmane Mekawi, pour aller très rapidement, il nous reste à peine une dizaine de minutes et ce serait bien qu'on essaie de synthétiser rapidement les réponses. Abderrahmane Mekawi, vous avez parlé, en tout cas vous avez longuement développé cette thèse d'une probable main étrangère. Vous avez dit ce que cela vise peut-être à empêcher un rapprochement avec d'autres pays étrangers. Si aujourd'hui la Tunisie pouvait solliciter l'expertise ou l'assistance étrangère, selon vous, quels devraient être les pays qui peuvent apporter cette assistance-là? L'assistance peut venir de la France, qui a premièrement ouvert une enquête parce qu'il y a un citoyen français qui est mort dans cet attentat. Et l'enquête d'investigation tunisienne a été accompagnée par une déclaration du président Macron qui a dénoncé avec des mots les plus fermes l'islamisme et l'ingérence. Donc, les Tunisiens vont vraiment essayer de minimiser la portée à cause du tourisme, à cause des problèmes économiques, à cause des pourparlers avec le FMI et la Banque mondiale. Mais je pense que les vérités finiront toujours par s'éclater. Comme je disais, les assassinats de 2 leaders politiques de gauche par des services secrets algériens et qui ont été dénoncés à la télévision par des repentis tunisiens, la vérité va finir toujours par s'éclater. Et je pense que si le président Kais Saïed tente d'exploiter ce crime odieux, il aura des conséquences fâcheuses sur lui-même parce que les Tunisiens savent que les Juifs tunisiens, ce sont les leurs et c'est une main étrangère. Il y a plusieurs Tunisiens qui l'ont dit haut et fort et c'est une main étrangère. La main étrangère, elle est connue, c'est justement, elle est partout. C'est une main qui essaie de propager l'hégémonie, de ne pas laisser les peuples aller vers la démocratie, vers le décollage économique. Et ce n'est pas dans l'intérêt du président Kais Saïed de s'allier avec le diable. Voilà. Ce n'est pas dans l'intérêt du président de s'allier avec le diable. Driss Essaoui, toujours la même question. On a vu quand même le Maroc qui, malgré les bouleversements politiques, continue d'être un exemple, un modèle de sécurité, mais aussi de politique étrangère. En quoi le modèle marocain peut servir à la Tunisie? Écoutez, tout au Maroc peut servir d'exemple pour les Tunisiens. Parce que les Marocains ont toujours considéré les Tunisiens comme leurs frères, comme leurs amis. Mais malheureusement, il y a un changement à la tête de la hiérarchie politique en Tunisie qui a fait qu'on ne peut plus travailler ensemble, on ne peut plus se regarder vis-à-vis, quelle que soit la situation. Maintenant, l'expérience marocaine, elle est plus que intéressante. Pourquoi? Les Marocains ont beaucoup d'informations sur les réseaux terroristes. Et ils l'ont démontré avec les Français, avec les Espagnols, avec les Américains. Les Marocains ont tout ce qu'il faut comme outils et comme moyens pour justement aider les pays voisins dans ces situations. Et ceux qui manipulent ces groupuscules dans le nombre, ce sont des groupuscules qui ne peuvent pas vivre parce que il y a toujours des forces qui vont mettre à nu toute leur stratégie. Et c'est ça la difficulté. Ces pays européens sont là pour dire voilà ce qui se passe.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, bien sûr, la France, elle a de grosses difficultés avec l'Afrique, mais vous avez également l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez les Pays-Bas et vous avez les États-Unis. Et ce qu'on a oublié aussi, c'est que les Tunisiens doivent regarder avec beaucoup plus de considération toutes les possibilités que peut offrir la coopération avec Israël. C'est un pays qui a un savoir-faire extraordinaire. Ils connaissent bien la Tunisie. Ils connaissent les méandres des politiques de la Tunisie et ils peuvent intervenir. Ils peuvent faire des choses. Malheureusement, aujourd'hui, les politiques tunisiennes n'entendent pas de cette oreille. Alors, juste à propos de cette question pour Abderrahmane Mekawi, ne pensez-vous pas finalement que cet acte n'accélère un rapprochement entre la Tunisie et Israël? Je pense que d'après des sources juives tunisiennes, les pourparlers entre les deux États ont atteint un stade de non-retour. Et ils attendent simplement une certaine accalmie au niveau du Moyen-Orient pour déclarer une réouverture d'un bureau de liaison israélienne à Tunis. Parce que les Israéliens ont un patrimoine, les Juifs tunisiens, ils ont un patrimoine très riche en Tunisie et ils veulent le garder coûte que coûte et ils veulent le préserver, ils veulent le défendre contre le terrorisme et contre l'ingérence étrangère. Parce que les Israéliens savent qu'il y a des forces régionales qui se battent contre leur présence en Tunisie, en Mauritanie, au Maroc, en Afrique de l'Ouest, même dans le Sahel, même au Tchad. Les Israéliens sont conscients de la menace grandissante, même des groupes terroristes qui s'activent au niveau du Sahel comme l'État islamique ou l'AQMI ou le Mujaou ou le Boko Haram, qui manipule qui? Et on revient à la question fondamentale, qui tue qui? Une question qui a été toujours à la mode pendant la décennie rouge en Algérie. Donc, les Israéliens sont vigilants. Ils sont vigilants sur leur patrimoine en Tunisie, sur leurs biens. Les Juifs tunisiens ont des biens en Tunisie, à Média, à Tunis, à Kairouan, à Gerba, et ils ne laissent personne s'attaquer à ce patrimoine historique juif tunisien. Et c'est ça ce que fait actuellement le Maroc. Le Maroc a un dispositif, une stratégie sécuritaire, un maillage qui protège ce patrimoine. D'ailleurs, dans notre constitution marocaine, le patrimoine juif est une source fondamentale du droit marocain. Et ça Merci à vous. Merci à vous, Abderrahmane Mekawi. En tout cas, l'idée est bien passée. Merci à vous pour toutes ces analyses. Je rappelle que vous êtes expert donc sur les questions sécuritaires et militaires. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci également à Driss Essaoui, analyste politique depuis Rabat. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver questions d'actu sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée ou bonne soirée où vous êtes et bonne suite de programme sur Médien TV.